Bonjour, bonjour, bonjour. Je vous propose que nous commencions ce dès jeudi, ici au 139. On continue comme tous les mois à réfléchir autour des nouvelles manières d'habiter, en tout cas de considérer que la manière dont on habite aujourd'hui, dont on va habiter demain, c'est pas la même que celle dont on habitait hier. On il y a des nouvelles problématiques, des nouveaux usages et une de ces problématiques, c'est la question de la consommation d'énergie puisque, il y a un contexte, international qui ne vous a pas échappé, qui est particulier, qui fait, grimper les prix de l'énergie. Mais au-delà de ça, on a, conscience de plus en plus que la ressource n'est pas infinie et se poser la question de nous, comment, à notre échelle, on peut mettre en œuvre des solutions qui permettent de peut-être, moins consommer ou mieux consommer? Et c'est cette question qu'on a envie de se poser aujourd'hui, avec Bénédicte qui est avec donc, pardon, qu'on a le plaisir de recevoir. Bonjour. Bonjour. Heu, pour parler d'un projet, particulier autour de cette question puisque, c'est un collectif, mais je vais sans spoiler pour introduire, un collectif d'habitants, à Caen qui s'est réuni pour se dire: «Comment on peut faire pour justement trouver des solutions concrètes pour mieux consommer?» Et ça a donné lieu après à, on va en parler, une BD, mais peut-être revenons sur l'origine du projet. Bénédicte, je te laisse te présenter pour commencer et puis nous raconter comment ça a commencé. Merci. Donc, je suis Bénédicte Paris. Je suis spécialiste de la mise en récit de la transition, c'est-à-dire créer des récits qui donnent envie de changer nos manières de faire et nos manières de vivre, plutôt que d'être seulement dans la contrainte. Et puis, je suis autrice. Et là, pour cette bande dessinée, je signe le scénario de la bande dessinée. Donc, je l'ai fait en partenariat avec Hélène Balser, qui est une illustratrice qui habite également près de Caen. Donc l'origine du projet, c'est un collectif d'habitants qui vient d'une association à Caen qui s'appelle Vent d'Ouest, qui est une association de quartier qui essaie de trouver des solutions concrètes à l'échelle du quartier. Et là, ils ont répondu en l'occurrence à un appel à projet de l'ADEME, qui avait pour objet d'explorer un petit peu tout ce qu'on appelle les technologies low tech, en anglais basse technologie. Et la proposition de Vent d'Ouest, ça a été de créer un collectif et de le rassembler autour d'ateliers de fabrication d'objets, une fois par mois pendant toute une année scolaire, et de voir si ces ateliers-là, ça donnait quelque chose et ça permettait de se poser des questions autour de l'énergie ou pas. Spoiler alerte, oui, ça fonctionne. Tant mieux, on va l'aborder. Peut-être, nous éclairer sur, ce collectif d'habitants. Il y a 14 habitants. Qui sont-ils? Est-ce qu'ils se connaissaient? Comment ils se sont réunis? Comment le collectif, s'est formé autour de cette question? Alors, les 14 habitants ne se connaissaient absolument pas. Ce sont les bénévoles de l'association Vent d'Ouest qui ont communiqué autour de ce projet. Alors, c'est une méthodologie qu'on appelle la recherche-action. Peut-être que certains d'entre vous sont familiers. Donc le collectif de bénévoles de l'association Vent d'Ouest a fait de la communication autour du projet pour recruter des gens pour en faire partie. Donc il y a eu des apéros en bas d'immeubles, il y a eu de l'affichage et on est passé à la radio. Il y a eu des réunions d'information pour que des personnes rejoignent ce programme qui allait durer un an. Donc c'était un petit peu, il fallait quand même s'engager pour un an à participer à des ateliers une fois par mois. Ces habitants ne se connaissaient pas, ce sont des profils extrêmement variés, de tous âges, de toutes catégories socio-professionnelles, tout mode de vie très varié. Des gens qui peut-être ne se seraient pas retrouvés dans autre chose, dans un autre endroit, avec vraiment des motivations pour rejoindre le projet qui étaient variées également. Pour certains, c'était j'ai vraiment besoin de faire baisser ma facture d'électricité et d'énergie en général. Pour d'autres, c'était: «Ah là là, bricoler en collectif, génial! Moi, j'essaye de me mettre au bricolage, mais j'y arrive pas tout seul, j'ai envie de rejoindre un collectif». Pour d'autres, c'était la curiosité. On a communiqué dans les flyers sur un objet un peu bizarre qui s'appelle la marmite norvégienne,
Ils savaient pas ce que c'était, ils avaient envie de découvrir, voilà. Donc ils se sont rassemblés finalement, autour de ces ateliers, mais en venant de profils et d'horizons très, très divers. Et ils étaient par contre tous dans du même quartier, c'est ça, hein? Quasiment, tous de Caen-la-Mer, beaucoup dans le quartier qui est le quartier sud-ouest de Caen. Les ateliers ont eu lieu autour d'un tiers-lieu du réemploi qui s'appelle la Recyclette, avec une Objetech, qui a été créée par Vent d'Ouest. Mais certains venaient d'un petit peu plus loin. Et donc ça a donné lieu à Alléchiche. Est-ce que le projet s'appelait déjà Alléchiche ou c'est vraiment la BD qui a donné, le nom de ce projet? Non, c'est vraiment le nom de la BD, Alléchiche. C'est le nom qu'on a trouvé qui manifestait un peu l'élan et le fait d'oser, parce que chacun de ces participants à ce programme, à un moment ou à un autre, s'est retrouvé à se lancer dans le vide, dans une pratique ou un questionnement qu'il n'aurait jamais eu avant. Et donc c'est vraiment ça qui nous a marqué, nous, en tant qu'autrices, dans ce programme. C'est le fait que, voilà, ils ont osé aller à des endroits où ils ne seraient pas allés tout seuls, ne serait-ce que pour apprendre à bricoler ou à coudre, par exemple. Et donc toi, en tant qu'autrice, tu es intervenue à quel moment de ce projet? Tu étais déjà là en amont ou on t'a appelé après coup pour te dire: «Voilà, il s'est passé ça, est-ce que tu peux nous aider à raconter cette histoire?» Non, je suis intervenue en amont dès la réponse à l'appel à projet de l'ADEME. On a inclus dans le projet, dans la réponse à l'appel à projet, un volet mise en récit dès le départ, parce que l'idée, c'était en effet de mener ce projet, mais ensuite de lui donner une caisse de résonance plus large, parce que là, ça touchait 14 habitants, c'est quand même assez réduit. On voulait justement que d'autres personnes puissent vivre par procuration tous les questionnements que ces habitants ont eus pendant une année, tout ce qu'ils ont découvert, tout ce qu'ils ont expérimenté. On va d'ailleurs plus loin, c'est une BD augmentée. On a mis, les habitants ont construit alors un garde-manger, une marmite norvégienne, des boudins de porte et en fait, les tutos, on a mis des QR codes dans la bande dessinée pour que les lecteurs puissent aller plus loin et aller chercher les tutos et peut-être se lancer dans la fabrication à leur tour. Et donc ces habitants pour ces ateliers n'ont pas été, laissés tout seuls, ils étaient encadrés, il y avait des professionnels. Quels étaient leurs profils? Qu'est-ce qu'ils ont pu, contribuer à apporter? Alors, en effet, il y avait 3 professionnels qui étaient, impliqués dans la phase recherche-action du projet. Donc, il y avait quand même le groupe de bénévoles de l'association Vent d'Ouest qui était quand même toujours là, moteur. Et puis, il y avait une personne, coordinatrice du projet, Charlotte Esqueré, qui est spécialiste de la méthodologie de recherche-action. Le principe de la recherche-action, c'est que, c'est de la recherche en sociologie, enfin en sociologie en l'occurrence. Donc il y avait également une sociologue, Noémie Lucchini. La recherche se fait au fur et à mesure, les hypothèses se construisent avec les participants, au projet au fur et à mesure qu'il se construit. Donc c'est pas on a une hypothèse et on la vérifie dans le réel, c'est on construit en même temps que le réel se déroule. Charlotte Esquiré, c'est sur la méthodologie de recherche-action, Noémie Lucchini sur, donc sociologue, qui est en train de finaliser un rapport pour dire tout ce qu'elle a compris de cette expérimentation et ce que ça nous permet d'apprendre pour éventuellement refaire dans d'autres territoires. Et puis Robin Plagne, ingénieur spécialiste de la low-tech, qui était là pour l'animation des ateliers. Voilà. Et puis alors moi j'étais en observation, du coup j'ai participé à tous les ateliers pour m'imprégner de tout ça. Et puis Hélène Balser, l'illustratrice, est venue aussi à certains ateliers pour commencer à croquer un petit peu les personnages. Et aussi, mine de rien, on avait quand même 14 personnes qui avaient signé un papier au début de début de programme pour dire: «Alors, je vais participer à des ateliers de fabrication, mais en plus, je vais devenir un personnage de bande dessinée». Bon, Parce que dès le départ, dans votre projet, il y avait l'idée de faire une mise en récit absolument. illustrée Ouais. qui donnerait lieu à une BD. Ah oui, c'était prévu dès le départ. Ça faisait partie du projet Oui. et un objet qui soit après, accessible au public en vente dans les Absolument, librairies, c'est absolument. Donc c'est vrai que c'est pas évident pour eux, hein, de se dire, «Bah, je vais devenir un personnage de bande dessinée. Mince, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que mon profil droit est meilleur que mon profil gauche?» C'est vraiment pas facile et donc le fait qu'on soit présente après atelier, qu'ils commencent à apprivoiser un petit peu le dessin d'Hélène, ça a permis aussi de créer un climat de confiance, hein, qui était essentiel, hein, vraiment. là, ici, on voit bien, tu parles de BD reportage. Quelle est la particularité du travail que tu as effectué en collaboration avec l'illustratrice pour rendre compte à la fois de ce qui se passait, mais j'imagine, donner un peu de tension, que ça soit, aussi, un objet qu'on puisse,
bouquiner, qu'on puisse lire comme une BD. Quel est le comment tu as réussi à articuler ça? C'était vraiment l'enjeu, hein, c'était d'en faire un objet littéraire. Alors je vous cache pas que c'était un pari un petit peu fou, hein, parce qu'on a prévu dès le départ d'en faire une narration, sans savoir si on aurait quelque chose à raconter. Ouais, on avait la foi. Je vous avoue qu'au début, sur les premiers ateliers, je trouvais ça intéressant, mais j'étais pas encore complètement persuadée qu'on allait réussir à en faire un objet littéraire. C'est vers le milieu du programme, quand j'ai vu que, ce programme permettait non seulement la création d'un collectif, mais permettait vraiment des transformations individuelles à différents niveaux, mais chaque personnage, chaque héros, chacun des 14 participants a vécu une transformation au cours de ce programme. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit: «C'est bon, on a du matériau littéraire, on va y arriver». Donc oui, en effet, l'enjeu, c'était ça, hein, c'était d'en faire une et puis on a pris des libertés par rapport à la réalité de terrain pour servir les nécessités de la narration. Il y a un personnage, à un moment, que je fais parler dans un atelier auquel elle n'était pas présente. Elle était malade ce jour-là. Mais j'avais besoin de le mettre à cet endroit-là parce qu'il fallait que ce soit une BD dont on ait envie de tourner les pages. Il fallait vraiment que ce soit un objet littéraire. Donc les personnages qu'on voit là sont les personnages réels. J'imagine que vous êtes inspiré même de leur, style, leur look, c'est vraiment eux, c'est pas des personnages de fiction? Ah, pas du tout. Ce sont des vraies personnes qui ont été, alors, un petit peu essentialisées, hein. Hélène, par exemple, on a quand même 14 participants, 4 bénévoles, plus les animateurs professionnels, ça fait beaucoup de personnages. Là, le personnage que vous voyez là, c'est Robin, c'est l'ingénieur low-tech. Hélène, l'illustratrice, a choisi de l'habiller toujours pareil, du début à la fin. Il avait souvent un bonnet, il l'avait pas à chaque fois. Bon, bah, il a un bonnet sur toutes les pages où il apparaît, ne serait-ce que parce que ça permet de reconnaître le personnage, en fait, tout simplement. Et alors comment vous avez construit, la BD? Comment on rentre dedans? C'est quoi le point de départ? Qu'est-ce qu'on suit dans l'évolution des personnages? Tu parles de transformation et quels sont, les rendez-vous qu'on a? Tu évoques les ateliers avec des QR codes. En gros, comment c'est structuré? Si tu dois nous la présenter sans qu'on l'ait devant les yeux. Le défi, en effet, c'était de transformer donc 10 ateliers de fabrication, une quinzaine d'interviews à domicile en une bande dessinée de 85 planches. Donc il fallait trouver un fil rouge qui soit cohérent, qui ait du sens. On est parti des différentes motivations des personnages, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, faire des économies sur ses factures, apprendre à bricoler, découvrir des objets qu'on ne connaissait pas. On est parti donc de 3 personnages qui avaient vraiment ces 3 motivations différentes et ensuite on les a rassemblés au fil des ateliers. On a J'ai choisi une narration qui suit le cours des ateliers, donc du point de vue, du déroulé du temps, c'est relativement linéaire. Hem, il y a certains ateliers que je n'ai pas du tout représentés parce que je trouvais, ils n'apportaient rien à la narration. Donc ça faisait que redire des choses qu'on avait déjà vues à un autre moment. Donc ce n'était pas la peine. Donc on a des ellipses. Je me suis un petit peu perdue dans dans la Non, non. dans la question. Pour vraiment nous raconter ce qu'on trouve Oui. dans la BD. Alors, on va trouver beaucoup d'informations. On apprend beaucoup de choses, sur l'énergie parce que finalement, on n'en sait pas grand-chose. C'est beaucoup de sujets, alors que soit enfin, beaucoup de sujets qu'on a externalisés, en fait. Enfin, moi, la première, hein, quand j'ai un sujet d'énergie, je fais confiance à un professionnel pour me guider, et je me pose peut-être pas les questions jusqu'au bout. Là, ce groupe-là a décortiqué pas mal de choses. Il y a une séance avec un fournisseur d'énergie pour décortiquer la facture d'électricité. Alors celle-là, elle est un petit peu costaud. C'est les pages qui ont donné le plus de fil à retordre à Hélène, l'illustratrice. Mais on apprend vraiment des choses sur l'énergie. On accompagne ces personnages-là. On se sent de plus en plus proche d'eux au fur et à mesure de la bande dessinée, au fur et à mesure qu'ils confient, leurs doutes, «Bah, non, ça, je suis pas d'accord», leurs galères, leurs réticences aussi, leur fierté. Et là, on a la fierté, de Oranit qui, bricole pour la première fois de sa vie et qui a réussi à terminer un garde-manger en 3 heures. Hem on a aussi essayé de faire attention à retranscrire vraiment l'ambiance particulièrement conviviale et bienveillante qui a régné dans ces ateliers. C'était vraiment beau à voir, vraiment. Et on l'a retranscrit, c'était sympa, quoi. Et du coup, je pense qu'on a gardé toutes les blagues que j'ai prises en note
Toutes les petites blagues qui sont passées, moi, je prenais beaucoup, beaucoup, beaucoup de notes. Je les ai gardées. Il y a beaucoup de choses que j'ai enlevées, mais ça, je les ai gardées pour retranscrire cette ambiance. Ouais. Est-ce qu'il y a, parmi ces 14 personnages, un pour lequel tu t'es particulièrement attaché au fil de l'écriture? Est-ce qu'il y a des parcours qui t'ont plus touché? Enfin, quel est ton rapport avec quelques-uns de ces personnages? Ah, c'est une bonne question. Alors oui, alors moi vraiment, il y en a pas un en particulier. Il y en a. Pas ton préféré, mais Non, 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 tu non. dois donner un Mais exemple. non, il y a plusieurs personnes il y a plusieurs personnes qui m'ont vraiment touchée et en fait, le fait d'être en observation sur des personnes dont on va raconter l'histoire, je pense que assez automatiquement, moi, je tombe en amour avec mon sujet, vraiment. On apprend en fait, quand on apprend à écouter les gens, à comprendre quelles sont leurs motivations, à comprendre pourquoi ils font ce qu'ils font, pourquoi ils font pas ce qu'ils font pas. Quand on écoute vraiment les gens, je sais pas, on peut que les aimer et donc plus on écoute ces personnes, il fallait les écouter pour pouvoir retranscrire ce qu'ils avaient à raconter et ce qu'ils vivaient, plus on les aimait. Donc ça a été vraiment, ouais, une expérience aussi, très forte humainement, pour toi? Pour moi, oui, 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 complètement, mais pour tout le monde, je pense que ça a marqué tout le monde, hein, y compris les bénévoles, de l'association qui ont participé au projet et puis les participants eux-mêmes. Finalement, la conclusion qu'eux-mêmes en tirent, c'est ils ont acquis des compétences, ils ont acquis des savoir-faire, ils se sont laissés bousculer dans des certitudes qu'ils pouvaient avoir, dans des habitudes qu'ils pouvaient avoir, mais ce qu'ils retiennent, c'est le collectif et d'ailleurs, ce qui est assez incroyable, c'est que ce collectif continue encore de vivre aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs facteurs à ça. Il y a un premier facteur qui est qu'il y a ce tiers-lieu qui s'appelle la Recyclette, qui est opéré par Vent d'Ouest, à Caen, qui existe et qui propose des ateliers de fabrication. Donc il y a un endroit où ils peuvent continuer à pratiquer ce qu'ils ont pratiqué pendant ce programme. Donc déjà ça, c'est un facteur vraiment important. Il y a quelques personnes qui sont vraiment moteurs dans le groupe et qui ont vraiment envie d'emmener le groupe plus loin. Ça, c'est un autre facteur important et je pense quand même, sans modestie, que le fait qu'il y ait une bande dessinée, ça contribue aussi à pérenniser ce groupe, parce que, quand on devient un héros de bande dessinée, on a un petit peu un rôle à jouer quand même. Ça rejaillit sur la personne. La personne inspire le personnage, mais le personnage, donne un petit peu oblige un petit peu la personne. Et justement, comment ils ont, parce que la BD, elle est pas encore, disponible, mais elle est réalisée, j'imagine que ils en ont eu pris, connaissance? Non, Non, ils en ont pas encore pris connaissance? non. OK. Donc est-ce que tu redoutes, la manière dont ils vont le recevoir? Est-ce que, tu n'as pas de doute sur le fait que ça va être, apprécié? Qu'est-ce qui se joue à cet endroit-là, à un moment donné, quand ils vont, eux, se voir justement en situation par rapport au récit que tu as, imaginé? Ouais, alors ça, c'est un point très, très délicat, qui m'a pas mal, occupée. La nuit? Oui, hem, c'était ingérable, impossible de faire relire la bande dessinée à 14 personnes. Chacun a sa sensibilité, chacun voit les choses différemment. Les gens ne sont pas des professionnels de la narration, donc ça aurait été vraiment trop compliqué. Donc on ne pouvait pas faire ça. On ne pouvait pas leur donner les planches, et puis surtout qu'une fois que les planches sont écrites et dessinées, on n'y revient pas. C'est tellement de boulot. Enfin, Hélène, une fois que le storyboard était terminé, qu'on avait terminé, donc je retrace les étapes rapidement, mais donc moi d'abord j'écris une trame avec juste des mots. Ensuite, à deux, cette trame, on la transforme en découpage. Donc c'est des planches avec des cases, mais elles sont grises avec des intentions dans chaque case et des bouts de dialogue, mais ça ressemble enfin c'est pas très agréable à lire. Ensuite, il y a des esquisses de dessin qui sont faites. Donc ça c'est la partie storyboard, où là ça commence à devenir un peu plus sympa à lire. Et une fois qu'on est d'accord sur le storyboard, là, elle passe à la phase dessin et la phase dessin sur 85 planches, c'est 4 mois à temps plein. Donc on ne peut pas dire à l'illustratrice, après avoir passé 4 mois à temps plein et puis toutes les phases d'avant: Et «Ah finalement, bah non!» le bonnet, non? Ouais, voilà, c'est pas possible. Donc on ne pouvait pas faire ça.
En revanche, on travaillait avec le réel, avec des personnes en chair et en os, donc on avait une obligation de, alors évidemment qu'on n'avait aucune envie de faire, ni de la diffamation, ni, des propos, gênants ou quoi que ce soit, mais parfois, on a tous des sensibilités différentes et on a besoin de garde-fous. Ces garde-fous, ça a été des bénévoles de l'association Vent d'Ouest qui ont suivi chaque étape. Ils ont lu la trame, ils ont vu le découpage, ils ont relu le scénario. Donc là, je les appelle les gardiennes du temple, là, les 4 bénévoles de l'association qui ont participé aussi au projet en tant que bénévoles. Donc elles connaissent les gens et ce sont elles qui se sont assurées que, avec des points de vue assez variés, il y aurait personne qui allait mal prendre quelque chose ou voilà. Malgré tout, être transformé en personnage, on est essentialisé. Hem, on a par exemple, donc Robin, notre ingénieur low-tech à qui j'ai donné la bande dessinée à relire et pour être sûr de pas dire de bêtises techniques, parce que je suis pas ingénieure moi, donc il fallait être sûr de ce côté-là. Il a dit: «Ah bon, je parle vraiment comme ça? Vous voulez pas?» Et il voulait me réécrire tous les textes pour écrire des choses très littéraires. Je lui dis: «Bah non, c'est du langage oral». Je ne sais pas si moi j'aimerais me voir en personnage Beh voilà, non mais c'est pas évident. essentialisé à ce que une partie de moi, quoi. C'est pas évident du tout, donc j'en ai discuté avec certains des protagonistes. Alors certains sont très, très cool, disent: «Ah non, mais je fais confiance, c'est bon, tout va bien». D'autres sont comme ça. Voilà, donc moi je suis pas très inquiète parce qu'on a vraiment tout bordé, on a fait le maximum pour que personne puisse se sentir mal à l'aise. Malgré tout, chacun a sa sensibilité. On n'est pas à l'abri qu'il y en ait un qui nous dise: «Mais on me reconnaît pas sur le dessin». Voilà, c'est possible. Alors nous, on a la chance, non pas d'avoir la BD puisqu'elle n'est pas encore sortie, mais d'avoir l'épreuve, en exclusivité. Donc l'épreuve, c'est vraiment ce qui est, pour vous, j'imagine un peu le patron avant validation. C'est, avant d'envoyer à l'imprimeur et où on retrouve toutes les planches de la BD. Donc s'il y en a qui sont intéressés pour la consulter sans évidemment la dévoiler au collectif, ça reste entre nous, vous pouvez C'est le pour faire. bientôt, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Bah, justement, est-ce que tu peux nous dire quand est-ce qu'elle est disponible? Comment elle est disponible? Où est-ce qu'on peut la trouver? Combien ça coûte? Absolument. Alors, le tarif de la bande dessinée, c'est 19 €, ça c'est facile. Elle est disponible dès maintenant en précommande avec le petit QR code que vous avez là. Donc ça, c'est voilà, elles seront envoyées la semaine du 1er juin, les précommandes. Et sinon, ça sort officiellement, et on pourra l'acheter officiellement au format papier au salon Époque de Caen, 30 et 31 mai. Donc, où nous serons présentes. On fait une présentation de la bande dessinée avec Hélène, le samedi matin à la halle blanche du Centre chorégraphique national et sur le stand de la maison d'édition Édifice. Car pour sortir une bande dessinée, il faut une maison d'édition Absolument. et c'est vous qui avez choisi, votre maison d'édition qui est un peu particulière. Je pense que c'est intéressant d'en dire un mot. Oui. Comment ça s'est passé la rencontre avec Édifice? Alors, moi, je suis allée, donc j'ai une double casquette, hein, sur ce projet. Je suis scénariste, mais je suis aussi, à la gestion de projet de la mise en récit. C'est pour ça que c'est moi qui suis allée faire ça. Donc je suis allée voir Normandie Livre et Lecture, pour leur dire: «Bah, voilà, on a ce projet-là, de sortir d'une BD reportage. Est-ce que vous avez, des maisons d'édition, locales qui pourraient nous travailler avec nous sur ce projet-là?» Local, c'était important pour nous, y compris pour l'imprimeur, c'est imprimé en Normandie. C'est un projet qui est quand même autour des low-tech. Donc, le principe de la low-tech, c'est l'utilité, c'est la durabilité, c'est le côté local, c'est le côté, économie de ressources à tout point de vue, le côté collectif et le côté, autonomie, c'est-à-dire pouvoir s'approprier les sujets. On a essayé d'être cohérent, dans le fond et dans la forme et donc je suis allée voir Normandie Livre et Lecture et tout de suite, ils m'ont parlé de Édifice Édition. Qui est représentée ici en la personne de Julie Pommier. Judith Pommier, pour ceux qui ne le savent pas, qui aussi donc est ici et qui travaille chez Logéocène, et je vous laisse faire le lien, qui a une double casquette, double activité, double cerveau, un peu schizophrène, et qui porte cette maison d'édition un peu particulière. Peut-être Julie, si tu veux bien dire un petit mot sur ce que c'est que Édifice et la manière dont tu édites
des livres et pas n'importe quel livre d'ailleurs. Oui, bien sûr. Bonjour tout le monde. Bon, j'en connais déjà quelques-uns quand même. Donc oui, Édifice, c'est une maison d'édition qui est spécialisée en bande dessinée et en roman graphique et elle est participative. D'ailleurs, Édifice est à la résidence du 139, d'où le lien ensuite, chez Logéo. Et le fonctionnement donc participatif, c'est qu'on lance des campagnes de financement avant l'impression des livres. Donc, on a un objectif pour chaque précommande d'avoir 250 commandes avant d'imprimer le livre. Une fois qu'on a ces 250 précommandes, on en imprime 500. Ça évite, la surproduction et ça permet aussi, comme on a les fonds avant l'impression, de mieux redistribuer le prix du livre. Donc chez Edifice, au lieu des 8% en moyenne, proposés en droit d'auteur, aux auteurs, on propose 16%. Là, pour ce projet-là, c'est un peu particulier puisque l'objectif de précommande était bien plus élevé que d'habitude. On est en coédition avec l'association Vent d'Ouest, comme Bénédicte vous l'a expliqué. Mais par contre, dans la démarche, c'est la même. On a fait une campagne de précommande qui est en train de s'achever et puis le livre va sortir puisqu'on a atteint notre objectif. Presque. Mais Et c'est là que je dégaine le QR code pour précommander, c'est ça? oui, et en plus, si vous êtes au Havre, vous pouvez ne pas payer de livraison puisque je suis là. Donc n'hésitez pas avant de partir à flasher ce QR code, à précommander cette BD. Si vous voulez vous assurer que vous ne faites pas un mauvais achat, vous pouvez venir la consulter, regarder un peu entre, parce que toutes les pages ne sont pas ouvertes, mais et on y voit quand même pas mal de choses. Et ce qui est intéressant de noter, ce qu'a dit Julie, c'est qu'effectivement, Julie est arrivée chez Logéo par le 139 avec son projet de maison d'édition dans le cadre de la résidence qui est portée par le 139. Aujourd'hui, il y a une dizaine de porteurs de projets qui sont incubés au 139 et c'est comme ça que on a fait connaissance et que derrière, elle a intégré le service de communication tout en gardant son activité. Donc c'est une manière d'illustrer aussi la raison d'être du 139 comme pour des porteurs de projets, un tremplin professionnel à différents endroits. Là, ça s'est passé de cette manière et c'est un bon exemple de ça. Bénédicte, je propose de laisser la parole au public, Très bonne idée. sauf si tu veux rajouter quelque chose. Non, non, alors si, il y aurait une petite chose, c'est amusante. On a fait avec Hélène une dernière relecture où on a imprimé les planches parce que quand on est sur écran, on voit pas, il y a des choses qu'on voit pas. Donc on a tout imprimé, on a mis ça sur, je sais plus 25 tables pour tout imprimer et tout relier. Et c'était un mercredi, j'avais mes filles avec moi et donc ma fille de 15 ans a tout relu. 15 ans, on se dit que les problématiques d'énergie dans l'habitat, c'est peut-être pas sa première préoccupation. Et ben, ce qu'elle a dit après avoir tout lu, c'est: «Oh, j'ai appris plein de choses, mais c'est un basique cette BD. Tout le monde devrait l'avoir chez lui». Bon, là, je crois qu'on peut pas mieux dire, hein. Je sais pas combien vous êtes dans la salle, mais est-ce qu'il y a des questions? Tout au fond. Bonjour. Moi, Ça marche. je voulais savoir du côté low-tech, qu'est-ce que vous avez appris en écrivant cette BD? Et comment on pourrait s'inspirer dans notre vie quotidienne en utilisant du low-tech? Alors, merci beaucoup pour cette question. La low-tech, alors ce sont des objets, on découvre certains des objets dans cette BD, mais c'est avant tout plutôt une démarche en fait. C'est le fait notamment, avant toute action, de se poser la question de l'utilité. Ça, est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que c'est utile pour moi ou pas? La question de la durabilité, mais à tout point de vue, c'est-à-dire est-ce que ça va durer longtemps et est-ce que les ressources utilisées sont respectueuses de notre environnement? Il y a la question du collectif et il y a la question de l'autonomie. Ça, c'est quelque chose qui est très fort dans cette bande dessinée, c'est que les personnes, c'est ce que je disais tout à l'heure, au lieu d'externaliser toutes les questions à des professionnels, se sont mises à poser des questions, à aller acheter du matériel en posant beaucoup de questions que personne ne pose d'habitude sur le matériel, par exemple. Pour tout ce qui est objet, donc on a en effet des QR codes dans la bande dessinée, mais la source principale, c'est une source open source qui s'appelle le Wikilotech, où vous avez qui est édité par le Low-Tech Lab de Grenoble.
Robin Plane, là, qui était notre ingénieur low-tech, vient du Low-Tech Lab de Grenoble. Il y en a un autre à Concarneau. En l'occurrence, c'est le Low-Tech Lab de Grenoble, je crois. Ou peut-être que c'est les deux. Je dis peut-être des bêtises. En tout cas, il y a un wiki low-tech qui permet d'avoir les tutos de fabrication d'un certain nombre d'objets. Après, si on n'a pas le matériel, si on n'a pas, enfin, c'est parfois compliqué de faire seul. Donc, voilà. Quel type d'objet? Alors, pardon, quel type d'objet? Donc, on a le premier qui a été fabriqué, c'est le garde-manger, tout simplement pour pouvoir avoir un frigo plus petit, parce qu'un frigo, ça dépense beaucoup d'énergie. Donc, conserver ses aliments dans l'atmosphère idéale grâce à un garde-manger. Donc, ça peut être sec, humide, à la lumière du soleil, pas lumière, le sable, l'eau, voilà. Il y avait la marmite norvégienne dont je vous ai parlé, je crois. Il y a la jupe isolante pour casserole ou bouilloire. C'est un peu le même principe que la marmite norvégienne, sauf que c'est juste un tour. Ça permet par exemple de chauffer ces aliments dans une casserole sur un feu plus petit, donc qui va dépenser moins d'énergie, parce que la chaleur sera gardée par la jupe isolante. C'est le pouvoir isolant de la laine de mouton qui permet d'économiser l'énergie. Ou alors ça permet aussi autour d'une théière, par exemple, de garder son thé chaud toute la journée. Il y a une des participantes au projet qui adore sa jupe isolante pour ça. Il y avait alors des réflecteurs de radiateurs. Ça, c'est pour chauffer son espace de vie plutôt que son mur. C'est quelque chose, c'est tout simplement, c'est assez facile. C'est un carton entouré de papier aluminium. Alors, ça marche avec les radiateurs à eau, hein, c'est pas pour un radiateur électrique, bien sûr, mais et on le met derrière le radiateur et ça permet de renvoyer la chaleur vers l'intérieur de la pièce et donc d'éviter de faire qu'il y ait des partitions dans le mur. Après, c'est des choses bien connues, hein, les boudins de porte, voilà, les ponts de chaux pour se réchauffer, tout simplement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des trucs plus originaux quand même. Une douche brumisante, ça, c'est quand même pas mal. C'est une petite douchette qui permet d'utiliser seulement 10% de l'eau qu'utilise une douchette classique. Merci. D'autres questions? Ici. Attendez, on va vous donner le micro. Non, c'est savoir où on le trouve. Dans quelle librairie on peut trouver ça, au Havre ou à Caen? Ah, je vais laisser Jules y répondre. L'éditrice qui va vous répondre. Bon, bah, je vous réponds. Alors, vous pouvez commander dans votre librairie, même si le livre n'y est pas. Dans toutes les librairies indépendantes, vous pouvez commander le livre. Et si jamais elle y est, donc à la Galerne, par exemple, normalement ça devrait y être. À Caen, je sais pas encore dans quelle librairie, mais elle y sera. Ce sera certainement au Brouillon de Culture, ce sera certainement chez Eureka. Non, bon, pardon. Mais quelques librairies de Caen qui y seront, mais en effet, sinon c'est par la commande. En tout cas, si la galère nous entend, car je sais qu'ils suivent activement toutes les vidéos du 139, on vous invite à avoir évidemment le livre dans les rayons. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, ici. Moi, j'avais 2 questions. Première question, ce projet, il a été financé par qui? Vous parliez d'appel à projet de l'ADEME, je connaissais pas du tout, donc si vous pouviez nous en dire plus. Et puis, la dernière question, c'était par rapport à est-ce que ce type d'expérience est transposable, pourquoi pas au Havre, quoi, tout simplement? Absolument, merci pour votre question. Donc, c'est l'ADEME que vous ne connaissez pas ou c'est les appels à projets? L'ADEME, c'est l'Agence d'État pour la transition écologique. On a des partenaires. Hein. Voilà. Et l'ADEME contribue à faire monter en puissance un réseau low-tech normand. Et donc, il y a eu 2 appels à projets, donc un en 2024 et un en 2023. Donc, nous, c'était celui de 2024, autour de autour de la création d'expérimentation low-tech en Normandie. Donc, c'est à cet appel à projet-là que nous avons répondu, mais l'ADEME ne finance pas les projets à 100%. Il finance les projets à 70% et pour la partie bande dessinée, c'était 50%. Donc, nous sommes allés chercher des financements complémentaires. Donc, on a eu la région Normandie, la ville de Caen, FDVA de Réal, et puis on est allé chercher aussi d'autres choses, 1% pour la planète, Léa Nature, Fondation Une Goutte d'eau pour notre planète. On a fait ce qu'on pouvait pour compléter le budget. Vous êtes combien au total? Alors, c'est un gros budget, c'est pour ça que ça va aussi répondre à la deuxième question. Le budget de la partie recherche-action, c'était 80 000 €. C'est des éléments qui sont publics. Hein. Et le budget de la partie bande dessinée, c'est 40 000 €.
Donc c'est quand même beaucoup d'argent public. C'est aussi pour ça qu'il y avait dès le départ un projet de mise en récit, hein. C'était que tout cet argent pour 14 personnes, c'est quand même, voilà, ça va pas. Et en revanche, l'objectif aussi, c'était que ce soit réplicable. C'est pour ça que, il y a un rapport, très conséquent qui a été, écrit, qui va être bientôt publié, qui, par la chef de projet, Charlotte Esqueré et puis la sociologue Noémie Liccini, hem qui permet l'objectif, c'est de permettre d'identifier les conditions de succès et de permettre la réplicabilité, pardon, dans d'autres, territoires ou d'autres, enfin, par d'autres acteurs, ouais. Une autre question avant qu'on se retrouve à côté pour manger un petit morceau et continuer à échanger. Ou le mot de la fin, sinon, Bénédicte. Non, mais juste pour, continuer sur cette idée de réplicabilité, c'est ce que je vous avais dit au début. L'hypothèse, c'était: est-ce que le fait de fabriquer des objets, ça permet de se mettre en mouvement par rapport aux questions de l'énergie? Et la réponse est oui, vraiment. Et de le faire en collectif, c'est ça qui change tout, en fait. C'est ça qui fait qu'on y arrive. Le titre, c'est «Allez chiche», c'est tout ce qu'ils ont osé faire, c'est grâce au collectif. Et donc c'est ça l'enseignement de ce projet, c'est ça. C'est que si on y va en collectif, avec de la bienveillance, en étant à l'écoute des besoins de chacun, ça fonctionne. Merci pour ce témoignage qui était vraiment passionnant. Et oui, une dernière question, mais c'est la dernière, hein, vraiment. Il y en a qui ont faim. Excusez-moi, comme vous avez parlé d'argent, est-ce que vous avez fait une étude de retour sur investissement? Combien ça va retourner pour le public et de manière générale? Ça dépend combien ils vont vendre de livres, peut-être. Non, je ne sais pas si c'est pris en compte. Alors, c'est pas moi qui ai fait le rapport, mais si j'en fais une partie, je fais sur la partie bande dessinée. Oui, alors les participants au projet, il y en a certains qui ont très sérieusement réduit leur facture d'électricité. Ils ont vraiment vu la différence, si c'est ça la question, en effet. Alors certains plus que d'autres, on a dans le projet une personne qui est grand-mère et qui a très souvent ses petits-enfants chez elle, donc elle cuisine énormément. Là, comme on a fabriqué des objets qui concernent la cuisine, elle nous a dit qu'elle voyait vraiment la différence sur sa facture, par exemple. Merci. N'hésitez pas à venir consulter la petite BD, à flasher le code, à la précommander, l'acheter. Et on se retrouve juste à côté. Merci, Bénédicte. Merci.